Le grand format de ce dimanche. Ils ont choisi de ne plus se cacher. Fini l'hypocrisie, disent-ils parfois. Ils ou elles ont une maîtresse ou un amant et ils l'assument. Ils le revendiquent même. Ils sont ce qu'ils appellent eux-mêmes les polyamoureux. Ils ne mettent en avant non pas le sexe mais plutôt le romantisme. Coup de projecteur sur ce mode de vie surprenant. Reportage signé Valérie Gagé et Frédéric Bazille. Françoise est écrivain. Elle se définit comme une lutine. Guylain, lui, est commercial dans l'immobilier. Il a 29 ans. Meta a 32 ans. Elle est journaliste à la radio. Ces trois Parisiens ont un point commun. Ils conjuguent l'amour au pluriel, adeptes de ce que l'on appelle le polyamour. C'est le fait de pouvoir aimer dans toutes les dimensions, affectives, sentimentales, intellectuelles, plusieurs personnes qui le savent et sans se cacher. Voilà. Françoise Saint-Père a écrit 2 livres sur les amours pluriels, inspirés par sa propre expérience. Mariée depuis l'âge de 21 ans, mère de 2 filles, elle a aimé plusieurs hommes en même temps que son époux. Certains se sont éloignés, d'autres sont toujours dans sa vie. Elle a su très jeune que nul n'aurait l'exclusivité sur son cœur. J'ai eu conscience, ayant connu mon mari à l'âge de 17 ans, que c'était totalement irréaliste de penser que toute ma vie, il n'y aurait que cet homme-là qui me semblerait intéressant. Et puis lui, je savais que lorsque je l'ai connu, il sortait avec 5 filles à la fois. Donc c'était quelqu'un qui était pluriamoureux, même si dans sa tête, c'était quelque chose qui était mieux pour les hommes que pour les femmes. Donc il a dû faire un grand chemin féministe pour accepter que ça soit totalement égalitaire. Les amours pluriels posent 1000 questions. C'est pour tenter d'y répondre que Guylain Aumont a créé un site internet. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ça serait pas du libertinage tout simplement? Est-ce que c'est pas un terme refuge pour les chauds lapins et les chaudasses qui n'assument pas? Chaque mois, il organise aussi une réunion baptisée le Café Poly pour les personnes intéressées. Chez lui, le polyamour est un choix réfléchi. Il n'a jamais connu l'exclusivité amoureuse. Et je vis les amours pluriels d'une certaine façon, c'est-à-dire j'ai une relation principale et d'autres relations, je suis moins impliqué et moins engagé. Et donc là, j'habite avec Gabrielle, qui est donc mon amoureuse principale. Donc on a un appartement qui est assez grand pour qu'on puisse, on a pu installer un petit rideau dans le salon pour faire 2 chambres. Donc il y a certains soirs ici où vous allez être seul et où dans la chambre qui est la sienne, votre amoureuse principale va avoir... Là, je pourrais pas, je suis trop jaloux pour ça, je pourrais pas. Donc ça veut dire que si elle a un amoureux ici, ça veut dire que moi je suis ailleurs, en voyage, en vacances. Guylain l'avoue, aimer au pluriel est difficile. À chaque nouvelle rencontre, il court le risque de se voir relégué au rang d'amoureux secondaire. Mais peut-être est-ce ce qui rend la chose excitante. Ce qui est sûr, c'est que les polyamoureux de 2011 n'ont rien inventé. Dans les années 70, l'amour pluriel a connu d'illustres représentants. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, Elsa Triolet et Louis Aragon. L'amour libre, incarné par les hippies, était alors une façon de contester l'ordre établi et la morale chrétienne. Aujourd'hui, ce choix semble moins politique. À l'heure où un mariage sur 3 finit par un divorce, les polyamoureux testent simplement un autre modèle familial. Exemple avec Meta, une femme peu commune. Voilà, donc ça c'est une photo prise par Thomas. Elle a 2 amours, Thomas et Aurélien. L'un est le père de son enfant, le second son parrain. Avec Thomas, le père de sa fille, elle vient d'emménager dans ce loft conçu sur mesure. Alors ici c'est la chambre de Thomas, en fait la suite de Thomas, parce qu'il y a une salle de bain au fond. Ici on est dans l'open space, donc on a conçu comme un grand espace pour la famille. Ici c'est ma chambre, voilà, comme moi, noir et rouge. C'était important d'avoir 2 espaces bien séparés entre Thomas et vous? C'était la condition sine qua non à ce qu'on puisse habiter sous le même toit, parce que chacun de nous a besoin de son intimité. Son deuxième compagnon ne vit pas avec eux, mais chaque semaine, il passe 3 à 4 nuits chez elle. Le fait d'avoir un enfant aurait pu bouleverser leur équilibre, mais il n'en a rien été. Elle nous a soudés autour d'elle de façon assez magique en fait. C'était rigolo quand j'ai accouché, il y avait toute la smala dans ma chambre à l'hôpital. Les 2 garçons ont assisté au travail, donc ils étaient avec moi en salle de travail tous les 2. Meta se moque du qu'en dira-t-on. Sa fille grandira avec ses 2 amoureux, et plus, si affinité, elle rêve déjà d'un autre enfant avec son deuxième compagnon. On réfléchit à comment agrandir et pousser les murs pour accueillir un nouveau bébé et Aurélien, puisque l'idée c'est quand même que le papa habite avec son enfant aussi. Combien sont-ils en France à vivre ainsi? Difficile à dire. Moins de 2% de la population, si l'on en croit certains experts. Les polyamoureux explorent une 3e voie, une voie où un amour ne chasse pas l'autre, mais s'y ajoute.
C'est l'heure de 20h30 le dimanche. Nos invités, l'ancien président de la République, est également l'un des fondateurs de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing, et puis un témoin, il est comédien, parfois en colère. La dernière fois que je le recevais, il était Premier ministre dans Pater et ambitionnait de devenir président. Belle rencontre, donc Vincent Lindon est également avec nous. Bonsoir Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui lorsqu'on vous appelle Monsieur le Président ? Bon, ça m'est égal, franchement. Oui. Oui, bon, on m'appelle comme on veut. Mes amis m'appellent pas mon prénom, d'autres m'appellent autrement. Voilà. Enfin, vous m'appelez comme vous voulez. Vous êtes libre. Je vais commencer par Monsieur le Président. Vous avez été élu à l'âge de 48 ans président de la République. C'était en 1974. Vous êtes l'un des hommes qui a fondé finalement l'Europe. On va regarder justement pour se souvenir. Pour mémoire, 1987, à l'époque, la politique, elle se faisait dans une émission qui s'appelait L'heure de vérité. Vous étiez l'invité. On regarde ça et on s'en parle juste après. Quand vous allez actuellement maintenant dans une préfecture pour demander un passeport, voilà ce qu'on vous donne. Oui. On vous donne un passeport européen. Et il a fallu de 75 à 86 pour arriver à faire le passeport européen. Maintenant on l'a. Et quand quelqu'un va en Union soviétique ou aux États-Unis, où les gens ne lisent pas nos écritures, ils voient le même passeport. Donc pour eux, les Européens, ça existe. Deuxième réalisation, des moyens de paiement en écus pour 92. Je suis convaincu que quand il y aura une monnaie européenne, j'ai fait fabriquer un billet européen. Pour ce soir ? Pour ce soir. Ah, ça, c'est gentil. Marqué, c'est de la fausse monnaie, je vous le dis tout de suite. Mais alors ça, c'est strictement interdit. Voilà. Alors j'ai fait fabriquer un billet de 10 écus. Alors on a mis Robert Schuman, on a mis le Palais de l'Europe, et 10 écus, ça fait à peu près 60 francs. Le jour où il y aurait des billets européens, posez la question aux gens, vous verrez qu'il y aura une énorme demande. Et que tous les Français voudront avoir, à côté de la monnaie nationale, parce qu'on gardera la monnaie nationale, un peu d'épargne, un peu de moyens de paiement en billets européens. Vincent Lindon, vous vous souvenez de cette émission, cette atmosphère ? Je me souviens, oui, parce que j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Mais je voulais reprendre quand vous avez demandé à Monsieur le Président comment il voulait qu'on l'appelle, et qui vous a répondu comme vous voulez. Moi, je trouve ça très agréable de vous appeler Monsieur le Président. Je vous le dis parce que par les temps qui courent, et comme la fonction n'est pas toujours aussi chic qu'elle devrait l'être, c'est une obligation d'appeler un président de la République Monsieur le Président, alors que vous, c'est un désir et c'est un souhait, et c'est très agréable. Parce que il y a une façon de représenter l'État, être un homme d'État, il y en a eu, et je trouve que la fonction est de plus en plus bafouée, et donc je suis content de vous dire bonsoir Monsieur le Président. Eh bien, merci beaucoup pour la fonction. Alors justement, oui. Monsieur le Président, vous étiez à l'époque effectivement aux affaires, vous avez cru dans cette Europe. Aujourd'hui, on sort d'un G20, d'une crise de la zone euro. Je voudrais juste savoir quelque chose. Selon vous, qui a tué cette idée de l'Europe aujourd'hui ? Les politiques, ce ne sont pas les citoyens, ce sont les politiques qui ont fait qu'aujourd'hui l'Europe est aussi bas. Bon, les politiques, c'est un mot vague, n'est-ce pas ? Enfin, les dirigeants. Les gouvernements, les dirigeants. Les dirigeants, oui. Les dirigeants ont cessé d'être pro-européens dans les années 2000-2005. Ils ont cessé. On a fait le plus mauvais traité européen à Nice, en 2000. Et puis après, il y a eu du dénigrement, de la critique. Et finalement, on s'est éloigné de l'Europe. D'ailleurs, même quand vous vous en rendez compte aujourd'hui, n'est-ce pas ? Quand même amusant. Quand vous parlez des réunions européennes, vous dites un sommet européen. Il n'y a plus de sommet européen. C'est des conseils. Des conseils comme dans un État normal. Quand vous parlez de ce que disent les uns ou les autres, vous dites la chancelière allemande, le président français, etc. Vous ne les voyez pas comme des dirigeants européens. Ils devraient être des dirigeants européens. Aujourd'hui, c'était pour vous une bonne nouvelle que le couple franco-allemand existe, qu'effectivement ils reprennent les choses en main. C'est quelque chose qui est pour vous positif, ou finalement ça ne doit pas fonctionner seulement comme ça l'Europe? À 27, on est trop nombreux. C'est fondamental, mais enfin c'est fondamental. D'abord il faut comprendre que maintenant il y a deux Europes. Et c'est curieux, les gens n'ont pas ça dans la tête encore. Il y a deux Europes. Il y a l'Europe à 27, qui est au fond un grand marché. Qui ne marche pas? Commercial, qui ne marche pas. Et qui fait ce qu'il peut, qui fera peut-être un peu mieux, mais qui ne marche pas. Et puis il y a l'Europe monétaire, les gens qui ont la même monnaie, et qui veulent s'intégrer, en tout cas qui veulent essayer de s'intégrer. Et c'est l'Europe de l'euro. Vous comprenez, vous, aujourd'hui, que les Français, finalement, eux ne comprennent pas la dette que l'on a et qu'on va devoir rembourser. On voit demain les décisions de François Fillon qui vont être effectivement prises. Cette dette, c'est la dette des citoyens européens ou c'est la dette des États européens? Non, c'est la dette des États qui sont composés de citoyens.
Qui vont devoir payer finalement les erreurs des politiques. Lorsque je suis parti, parce que vous rappelez le passé, lorsque je suis parti de la présidence de la République, la France avait une dette très faible, pratiquement 10% de son PIB. 30 ans après, aujourd'hui. Et maintenant, c'est 83%. Alors on fait quoi? Alors, on essaie de la rembourser. Vous savez que tout l'impôt sur le revenu que vous payez, l'un et l'autre, et moi aussi bien sûr, tout l'impôt va actuellement à l'amortissement de la dette. Ça ne va même pas à payer des actions ou des investissements, l'amortissement de la dette. Alors, la France n'est pas quand même dans le groupe de tête. C'est les malheureux Grecs qui sont dans le groupe de tête, parce que leur dette, c'est 144% de leur PIB. C'est effrayant. Ça veut dire que ça peut faire une politique, ça, à l'avenir, comme projet, dire aux Français, dire aux Européens, on va passer les prochaines années à rembourser notre dette. Les agences de notation, si elles nous notent, il faudra encore appliquer une politique de rigueur. Est-ce que cela, c'est l'Europe que vous vouliez? Est-ce que ce n'est pas finalement un abondement total de souveraineté? Non, d'abord, vous mélangez deux points. Le premier point, c'est que c'est la sanction de la mauvaise gestion en Europe depuis 30 ans. Bon, c'est un fait. C'est la démagogie Carelli, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'on a raccourci la durée du travail, qu'on a abaissé l'âge de la retraite, qu'on a disloqué plus ou moins les systèmes productifs, etc. Donc on a créé des déficits. Et ces déficits, on les a financés par des emprunts. Alors il faut s'arrêter, la première chose. Parce que c'est pas l'avenir, on va pas... il faut s'arrêter, il faut mettre en place des moyens de remboursement qui ne soient pas trop pénibles, parce qu'ils sont très sévères. Par exemple, pour les Grecs, vous savez que c'est très sévère. On va baisser les salaires des fonctionnaires grecs de 20%. On va baisser les pensions des pensionnaires grecs. Il ne faut pas que ça arrive en France. On va revenir dans un instant sur ces questions. On va revenir effectivement sur la politique menée par Nicolas Sarkozy, savoir si effectivement vous la soutenez. Autre chronique ce soir, la question que tout le monde se pose. Sur qui? Sur quoi? Eh bien sur vous, Valéry Giscard d'Estaing. On écoute les Français, et particulièrement les plus jeunes d'entre eux qui finalement ne vous ont pas connu en tant que président de la République. On regarde ça et on vous écoute juste après. La question, La question que tout le monde se pose. À Valéry Giscard d'Estaing? J'étais pas né encore. Vu que je l'ai pas vraiment connu, c'est plus les cours d'histoire. c'est un homme politique? Le président de la 5e République. Ça m'évoque 1974, les élections présidentielles, le vote à 18 ans. Ça a été un mandat très difficile avec un premier choc pétrolier. Pas autant, mais il avait du mal à se faire comprendre par tout le monde, quoi. Devant la cheminée, il souhaitait un joyeux Noël à tous les Français. Si apparemment il avait été en couple des boires pour se rapprocher des Français. Mais... Est-ce que vous voulez que je demande à Valéry Giscard d'Estaing? Est-ce qu'aujourd'hui vous ne regrettez pas d'avoir voulu une Europe avec autant de pays? Il y a eu plusieurs présidents après lui. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont fait le bon chemin ou est-ce qu'ils pensent qu'ils se sont trompés? J'aurais même demandé ce qu'ils pensent du bilan de Sarkozy. Je me demande si maintenant la littérature, l'écriture lui apporte pas plus de joie que l'exercice du pouvoir. L'écriture, plus de joie que l'exercice du pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing? Pardon? L'écriture, plus de joie que l'exercice du pouvoir? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça a comporté deux registres. Mais comme la vie humaine est longue maintenant, et que d'ailleurs elle s'allonge, vous pouvez avoir plusieurs registres. Vous avez un président de la République polonaise qui a été un grand pianiste. Donc on a un ancien président de la République qui est devenu écrivain. Non, vous avez quand même des gens qui, dans leur vie, ont fait plusieurs choses, qui ont écrit des livres, qui ont agi, qui ont choisi. Donc il ne faut pas restreindre. Et cette définition que vous donnez d'habitude, les politiques, c'est simplement des gens qui n'ont pas été battus aux élections. Les autres, on dit, ne sont pas des politiques, mais ils sont présentés aussi. Juste deux mots sur la présidence actuelle. Le président de la République, la dernière fois que vous avez rencontré, vous m'aviez dit, je me prononcerai pas tout de suite, j'attendrai un petit peu. Est-ce qu'il doit se représenter, selon vous, Nicolas Sarkozy, et est-ce qu'il sera votre candidat? C'est son affaire. Alors là, écoutez, il faut respecter les gens et les fonctions. Oui. Moi, j'étudie beaucoup la politique américaine, parce que les Américains ont beaucoup plus... Ma question était plus française. Non, je veux dire parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Ils élisent leur président depuis 1780. Hein. Nous, on les élit depuis la dernière guerre. Alors, quand un président est en sortant, en général, il se représente, presque toujours. Il n'est pas toujours élu. Vous avez 3 présidents récents qui n'ont pas été élus aux États-Unis. Vous avez Carter qui n'a pas été élu. Vous avez George Bush père qui n'a pas été élu. Donc c'est pas une garantie. Mais les présidents sortants, généralement, se représentent. Vous restez avec nous. On va parler cinéma dans un instant. Marie Gillin va nous rejoindre. Mais avant l'actualité sportive de cette fin de week-end, avec les images et les résultats de la Ligue 1. Très mauvaise semaine pour Lyon. Marseille confirme son renouveau. Audrey Réchier, on se retrouve juste après. Opération réconciliation au Vélodrome.
Le public marseillais enfin à la fête, 7e match sans défaite en championnat pour l'OM. Face à Nice, c'est Jordan Ayew de la tête qui ouvre le score. Et à quelques secondes de la fin du match, Loïc Rémy obtient un penalty. Son geste plutôt rare s'appelle une panenka. 2-0, Didier Deschamps et Marseille retrouvent le sourire et remontent au classement. Sensation inverse en revanche pour Lyon. À Sochaux, les jeunes lyonnais s'en mêlent les pinceaux en défense et Réveillère marque contre son camp. Mené 1-0, l'OL égalise par Alexandre Lacazette. Mais Sochaux l'emporte finalement 2-1 grâce à ce pénalty signé Boudebouze. À Saint-Étienne, Montpellier n'a pas totalement profité de ce faux pas lyonnais. Les Verts ont d'abord mené grâce à ce but du Roumain Nicolita, mais Joris Marvaux reprend un ballon qui traîne dans la défense stéphanoise et permet à Montpellier d'arracher le match nul, 1 partout. Dans les autres matchs, Caen domine Dijon 3-0, Lorient bat Ajaccio. Match nul entre Rennes et Valenciennes, 1 partout, même score entre Lille et Évian. Au classement, le PSG garde 2 points d'avance sur Montpellier et pourrait creuser l'écart s'il l'emporte à Bordeaux ce soir. Marseille remonte à la 8e place. Nancy, Dijon et Ajaccio sont relégables. Une image du marathon de New York, 42e édition pour ces 42 km sous le soleil de Manhattan. 46 000 concurrents, parmi eux de nombreux Français qui avaient fait le déplacement. Chapeau à eux d'avoir réalisé leur rêve. Victoire surprise de l'Éthiopienne Dado, qui n'était pas la favorite, et du Kenyan Geoffrey Mutai, déjà vainqueur du marathon de Boston. Le cinéma avec la sortie mercredi prochain donc du dernier film de Philippe Lioré, réalisateur de Je vais bien, ne t'en fais pas, de Welcome en 2008. À l'affiche, Vincent Lindon donc et Marie Gillin qui nous a rejoint. À quoi ressemblent toutes nos envies? À la vie, malheureusement, parfois. Le film vu par Pascal Deschamps et Daniel Lévy. C'est vous qui avez donné les 12 € pour Léa? Pour la sortie, oui. Je suis désolée, mais je fais pas la manche. Voyons maintenant Madame R. sans Céline. Bonjour Madame. Bonjour. Vous connaissez le montant de votre endettement? Comme le livre qu'il a inspiré, le film de Philippe Lioré relate le combat de vrais juges contre les abus des sociétés de crédit. Il a écrit céder à toutes vos envies. Il est où le taux? Là. C'est écrit petit quand même. Vous me demandez d'informer nos clients. Ils s'en foutent d'être informés. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Derrière les histoires, il y a donc aussi parfois des causes. Et celle des surendettés en est une que Jean-Louis Kiel, à droite, connaît bien, puisqu'il les défend avec son association. Dans 99% des cas, on est face à des irrégularités et personne ne fait un procès. Parce que lorsqu'on est surendetté, on se cache, on est condamné, on a un sentiment de culpabilité et donc on se défend pas. Les sociétés de crédit sont en ébullition. Un bazar, je vous dis. Putain, j'y croyais plus. La rencontre entre Stéphane, le juge désenchanté, et Claire, atteinte d'une maladie incurable, va tout changer. Il me reste combien de temps? 1 an, c'est possible. Vous voulez pas? Je crois pas, non. L'un et l'autre s'entraînent et se donnent envie de changer le système, que ce soit pas toujours le pot de fer qui gagne contre le pot de terre, rétablir cet équilibre. Marie Gillin s'est battue pour avoir le rôle en écrivant à Philippe Lioré une lettre dont elle relit ici un extrait. Je pense avoir tout à donner et à apprendre d'un rôle comme celui-là. Je le sens au plus profond de moi, cette envie de vivre jusqu'au bout. J'aimerais tant que tu me fasses confiance, que tu m'ouvres cette porte. Marie. Ce que je veux maintenant, c'est voir votre engagement. Et à la fin, on se dit qu'un film, parfois, ça peut être bien plus que du cinéma. J'adorais ça vous rencontrer. C'est toujours un peu plus que du cinéma, les films de Philippe Lioré. Ce n'est jamais un film pour rien. Bonsoir Marie Gillin, merci d'être avec nous. On l'a bien compris, c'est un film important pour vous. C'est un film qui est peut-être le rôle, en tout cas, le plus important de votre carrière. En tout cas, c'est un rendez-vous important parce que c'est une histoire qui, quand j'ai terminé le scénario, m'a bouleversée. Je me suis dit, c'est un film que je voudrais absolument aller voir au cinéma et j'ai envie d'en faire partie. Il a fallu convaincre Philippe Lioré, c'est ça? Oui, ça n'a pas été facile. Enfin, ça a été un parcours qui était assez long. Et puis, on s'est vraiment rencontrés dans le travail, dans les essais. Pourquoi plus ce film qu'un autre finalement? Pour moi? Ouais. Parce que ce film, c'est l'histoire de cette rencontre entre ces deux juges et que ce film pose la question de qu'est-ce qu'on fait de nos vies et qu'est-ce qu'on en fait quand on n'a plus beaucoup de temps. C'est un film qui parle de l'engagement et qui parle aussi d'une relation particulière qui est la nôtre, qui est cette relation sentimentale. Et c'est des personnages qui ne s'abattent pas, qui ne s'écroulent jamais, qui vont de l'avant. Vincent Lindon, en revanche, effectivement, pour vous, c'est un nouveau rendez-vous, un rendez-vous de plus avec Philippe Lioré après Welcome. Il ne fait jamais des films, je le disais, simplement des films. C'est toujours
des films engagés finalement, et cette fois c'est le surendettement, cette fois c'est encore dénoncé. Mais moi j'aime défendre et j'aime m'investir. Et évidemment que la première fois que j'ai lu le film, j'ai d'abord aimé la dramaturgie. Ouais. C'est un film romanesque. Sinon on fait un documentaire. Sensible, fort. Sinon on fait un documentaire sur le surendettement. C'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui vont être heureux de se retrouver le matin et tristes de se quitter le soir et qui vont mener un même projet et un combat. Mais ce surendettement, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a 7 millions de surendettés en France et depuis la crise, ça a augmenté de 20%. Mais ce qui est très important, ces surendettés qui sont des citoyens français, et Monsieur le Président le sait, c'est des gens qui... Ils ne sont pas surendettés pour l'amour de dépenser de l'argent. Ils sont surendettés parce qu'il leur est arrivé des choses graves, ou une maladie, ou un divorce, ou surtout un retrait d'emploi. Mais quand vous avez des enfants et que votre fils ou votre fille a envie d'avoir la même paire de chaussures, de baskets que le copain, le même téléphone portable, aller voir le même film au cinéma, ces gens donc sont piégés par des sociétés de crédit qui leur proposent des prêts à des taux mais mirobolants, mais ils les aguichent avec un terme terrible, c'est des... on le voit dans le film. Il y a vos envies. Il y a toujours. Bon, vous êtes deux magistrats dans le film, et effectivement, vous décryptez. Vous d'abord, vous commencez par décrypter effectivement ces contrats avec ces petites lignes. Vous allez effectivement voir l'un de vos collègues qui va reprendre le dossier et se battre. Ce combat-là, il existe concrètement. Il y a beaucoup de magistrats qui aujourd'hui. Il faut savoir que ces deux juges, c'est tiré d'un roman d'Emmanuel Carrère, d'Autre vie que la mienne, et que ces deux juges ont vraiment existé. Vraie histoire. Et ils ont vraiment fait changer les choses face aux sociétés de crédit. Parce que ils ont retroussé leur on ne petite voyait manche. pas ces petites lignes, ces petites inscriptions qui n'étaient pas aux normes, qui n'étaient pas... Oui, c'était une faille dans le système et eux se sont penchés sur ce cas-là et ont vraiment travaillé. Vincent, vous avez un président de la République, un ancien président de la République en face de vous. J'ai lu que vous vouliez devenir politique, faire de la politique. Moi, j'aurais voulu faire le contraire du président de la République. C'est-à-dire c'est-à-dire, je suis acteur et terminé président de la République, alors que lui, il a été président de la République et maintenant, il écrit des livres. Donc, moi, j'aimerais bien faire le contraire. Vous avez de la chance. Mais je voulais vous raconter une petite anecdote, puisque personne nous écoute. On n'est que deux dans une pièce. On est entre nous. Non, mais je crois que ce qui est très, très intéressant, c'est que moi j'étais jeune, j'avais 14 ans quand vous étiez président de la République, et vraiment on était fans avec mes amis. Que vous soyez de gauche ou de droite, c'était pas le problème, c'est qu'un président de la République, c'était un monsieur incroyablement important. Et dernièrement, je vous l'avoue, on a rencontré une amie à nous qui était en pourparlers avec vous pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais une histoire de littérature où elle avait votre numéro de téléphone. Et un jour, avec des amis, parce que vous avez un groupe de fans, ça aurait été pareil avec le président Mitterrand aussi, c'est des gens illustres. On a dit mais quoi, tu as le numéro de téléphone de Valéry Giscard d'Estaing? Je t'en supplie, passe-le-moi. Et vous avez fait? On vous a téléphoné de temps en temps le soir, très tard, pour être sûr que vous n'allez pas répondre. Et juste pour entendre sur le message téléphonique votre voix, vous dites bonjour, vous êtes bien sur le message de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis on raccrochait, on avait très très peur que vous décrochiez. Alors si vous avez eu des appels il y a 6 mois, où le matin vous disiez mais qui m'a téléphoné? Eh ben c'était nous, le soir, de temps en temps, on disait chut, taisez-vous. Et on vous téléphonait juste pour entendre votre voix. Voilà, je voulais vous le dire, parce que peut-être que ça vous fera plaisir. Voilà. Ben là, on l'entend plus directement, là. Ah oui, là, on l'entend plus directement. Et maintenant, j'ai votre numéro de téléphone et je pourrais vous appeler directement pour vous dire bonjour. Et vous pourrez vous appeler un peu plus tard. Merci à vous d'être venu sur le plateau ce soir. Merci beaucoup. On regarde ensemble le box-office avec un touchable film français dans lequel on retrouve François Cluzet et Omar Sy qui est en tête. Il s'agit du meilleur démarrage de l'année pour un film français. Et puis en deuxième position, La source des femmes de Radou Milianou avec entre autres Léla Bekti et Afsia Herzi. Voilà. Et puis comme chaque semaine, la une du 20h Week-end avec un titre, La France au régime. Allusion bien évidemment au plan de rigueur qui sera annoncé demain par François Fillon à l'issue du Conseil des ministres qui se tiendra exceptionnellement lundi à midi. Juste une dernière question, Valéry Giscard d'Estaing. Si vous aviez 20 ans de moins, est-ce que vous vous représenteriez à la présidence de la République? C'est une question que vous vous êtes posée. Bon, écoutez, posez-la aux gens pour lesquels c'est un impact pratique. Hier, c'était Jean-Pierre Chevènement, vous savez. Oui, non. Probablement oui. Probablement oui. Bon, je dis ça comme ça. Il faut réfléchir, il faut savoir quelle serait la situation, mais sans faire œuvre de vanité excessive, si vous voulez. En 1981, j'avais laissé la France en bon état. Elle était en bon état. D'abord, elle était de meilleure humeur, les gens étaient plus heureux. Ils n'étaient pas endettés, le budget était en équilibre, les jeunes votaient, pas toujours pour moi d'ailleurs,
les femmes étaient libres, enfin, gagnaient beaucoup de liberté, d'influence, et ainsi de suite. Donc, au fond, les Français étaient plus heureux. Depuis, ils le sont moins. Donc, peut-être qu'il y a 20 ans, à nouveau, je leur aurais proposé une nouvelle histoire de bonheur. Merci à vous. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, la météo, on est un petit peu en retard. Et je m'en excuse. Nathalie Riouet, le cinéma ce soir. 2 sœurs avec un roi, pour un roi, avec Nathalie Portman et Scarlett Johansson. Demain, à 13h, vous retrouverez Élise Lucet et à 20h, David Pejadas. Eh bien, passez une très très belle soirée. Et désolé pour le retard. L'info en continu.